Silence, on tourne, action! Bonjour Ahmed. Bonjour. Égalité et réconciliation, on voulait te faire réagir un petit peu sur l'actualité. L'actualité brûlante, hein, c'est l'assassinat de Saïd Bourarache, donc, vigile à Bobigny. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Écoute, je vais te donner mon sentiment sur cette triste affaire. Ce dénommé Saïd Bourarache, paix à son âme, père de 2 enfants, marié à Nathalie. Ouais, bah écoute, au-delà du drame, au-delà de ce fait divers, parce que c'est un fait divers malheureux, comme il en existe beaucoup, de manière différente, mais moi ce qui me gêne dans cette affaire, dans ce meurtre, même si certains demandent est-ce qu'on ne parle pas de meurtre, je sais qu'il va y avoir il y a une marche qui va être organisée à Dijon, notamment. Et donc le préfet, je crois, ou le maire, a demandé a donné son accord pour que la marche se fasse. Une marche silencieuse, hein. Une marche silencieuse, qu'on ne parle pas de meurtre. Voilà. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer comme ils en ont envie, alors que d'autres se sont exprimés. Oui, moi ce qui me gêne en fait, c'est ce 2 poids 2 mesures concernant l'assassinat de Saïd. Moi j'ai fait tout de suite le parallèle avec l'affaire Fofana, comme d'autres gens. Et voilà, c'est ce 2 poids 2 mesures. Les agresseurs sont partis de la communauté juive, j'ai dire confession juive, mais maintenant ils sont pas juifs au sens noble du terme. Je veux dire, c'est pas le message de Moïse qui les anime, mais c'est plutôt leur idéologie, leur crétinerie. Ce sont des extrémistes juifs que moi je qualifie de juifistes, ceux qui tabassent un peu tout le monde, parce qu'en fait voilà, c'est ce gang des rats de pantins. C'est pas le fait que ce soit des juifs qui l'aient agressé, mais c'est parce que ils sont juifs qu'il y a un traitement différent si ça avait été le contraire. Et on a le monde politique qui dit pas un mot, très peu, d'accord. Ça a été le monde politique, associatif, religieux. On a le grand rabbin de France, Bernheim, qui a donné ses condoléances à la famille, mais qui laisse entendre à demi-mot en disant, je reprends ses propos, j'ouvre les guillemets, il dit on ne répond pas à l'injure antisémite par la violence. Saïd, il a encore les affaires mouillées, lui, on lui a rien demandé au rabbin. Il n'y a pas un imam qui s'est exprimé, il n'y a pas un responsable d'association musulmane, personne, tout le monde attend sagement que l'enquête se mette en place. Lui, il sort du bois et il dit oui, mais s'il n'avait pas tenu des propos antisémites, il n'en serait pas là. Donc moi, ce qui me gêne, c'est ça, quoi. C'est cette impunité totale, que quand on est juif en France, voilà, on est plus protégé que les autres, en fait. Il y a bien une communauté en France qui est plus protégée que les autres, qui chiale le plus. Bien sûr, quand je dis la communauté juive, je ne parle pas des juifs dans son ensemble. Les juifs n'en ont rien à foutre. Il y a même certains qui sont outrés par ce qui se passe. D'abord parce que ça crée l'antisémitisme. Ouais, donc c'est aussi une réalité, je veux dire. Ce 2 poids 2 mesures, à un moment donné, ça frustre beaucoup de gens. Mais voilà, moi ce qui me gêne, c'est ce silence radio, alors que l'affaire Fofana, tout de suite on a crié au meurtre antisémite, ça a été tout le monde est monté au créneau, le CRIF a demandé à ce qu'on fasse le jugement soit refait, il manque plus que la pendaison. Ça n'a pas suffi, les 32 ils ont tous été en prison, même ceux qui n'avaient rien à voir dans cette affaire, ils ont pris un minimum de 7-8 ans. Là on en a 6, aujourd'hui on nous parle de 4. On entend dire que parmi les 4 maintenant, il y en a un qui serait en liberté conditionnelle. Ou pas, j'en sais rien. Mais il y a eu des sources qui disent que... Donc on voit bien que quand les agresseurs sont juifs, le traitement est complètement différent. Certains avaient des tasers. Parce que certains étaient présents. J'ai vu Bobigny, moi j'ai fait voir un petit peu ce qui se passait un peu plus près. Et certains... donc le pauvre Saïd a été tasé, et en fait c'est pour cacher ça, qui aujourd'hui, il nous dit, oui, ils étaient avec des battes de baseball,
et des cris. C'est déjà, tu vois, extrêmement grave. À 6 contre 1, muni de cric et de batte de baseball, c'est sûr que c'est pas... Hein, C'est pas très dans l'esprit Coubertin. ouais, non, c'est, tu vois un peu l'état d'esprit de ces cafards. À Bobigny, en fait, il y avait les caméras de sécurité qui bah, juste ce moment-là, en fait, elles n'ont pas marché quand il s'est fait. Non, bas de corps, c'est quelque chose assez grave dans ce qui s'est passé. Oui, les caméras étaient en révision. Voilà, ça marchait pas. Voilà. Alors aujourd'hui, bas de corps, pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de bas de corps, je comprends que la caméra a fonctionné très bien. C'est qu'aujourd'hui, bas de corps, ils disent à Nathalie, l'épouse du défunt, que ce ne sera pas considéré comme un accident de travail. Tu vois un peu l'état d'esprit. Et ils lui ont proposé beaucoup d'argent. Et elle a dit, comme si que moi j'allais vendre la mort de mon mari. Quelque part, ce que je trouve de dangereux et de grave pour notre pays, tu vois. Alors bien sûr, certains vont dire, oui, la théorie du complot et tout, franchement, je m'en fous. C'est vous, la théorie de l'antisémitisme, la théorie du complot. Ça, c'est pour empêcher de s'exprimer. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il y a de grave, et ça concerne parfois ce qu'ils appellent certaines bavures, quand un Français d'origine afro-maghrébine ou un blanc, quand il y a un meurtre de la police, parce que c'est des choses qui existent aussi, je dis pas les policiers sont tous des fous, sont tous des meurtriers, mais on s'aperçoit que très rapidement, que ce soit dans le monde politique, médiatique, jusqu'à l'autopsie du corps, tu vois, tous parlent d'une même voix. Et c'est là où tu dis, putain, mais c'est grave quand même. Il n'y en a pas un qui dit, attendez, ça va pas, ça va pas du tout, là. Il y a quelque chose qui va pas dans cette affaire. Tous, ils disent tous la même chose. Et Saïd, ce qu'il y a de surprenant, et ce qui fait peur finalement, c'est ça. C'est qu'en l'espace de quelques heures, ils parlent tous d'une même voix. L'enquête n'est pas encore faite. Donc comment se fait-il que vous parlez tous d'une même voix? Ou vous vous fermez tous vos gueules et on dit, on ne sait pas, on va voir, et après on verra les résultats de l'enquête. Là, ils disent tous la même chose. En plus, on se permet de saluer des défunts, oui, la tenue des propos, machin, tout. Et moi, je dis que ce qu'il y a de grave dans le pays, c'est ça. C'est que certains, aujourd'hui, ont les moyens de maquiller un crime en un accident. Ils sont où, là, les autres, là? La LICRA, les SOS racistes, ils vont emmerder avec leur combat contre l'antisémitisme et le racisme. Tu vois déjà l'appellation, comment elle est raciste. Hein, ils sont où? Toi, tu dis, si les agresseurs avaient été, par exemple, si blancs ou si musulmans, on en aurait parlé pendant des semaines. Oui, je dirais plutôt, pour être plus juste, si blanc ou si français d'origine afro-maghrébine, parce que ouais, si blanc, il y a des blancs qui sont musulmans. Donc, oui, bien sûr. D'accord, où le traitement n'aurait pas été le même. On le voit bien, hein, quand je disais que c'est un fait divers parmi tant d'autres, c'est malheureusement un fait divers malheureux, mais il y a d'autres faits divers. À Grenoble, on a eu un jeune qui, lui, s'en est bien sorti, et tant mieux. Bon, apparemment, ils étaient une bande de je sais pas combien, d'une vingtaine, donc apparemment, il y en a 2 qui ont été interpellés, ce sont été ceux qui ont été... Ça, on en a parlé, ça. Ouais. Voilà. Comparaison, quoi. Bon, après, pourquoi on en parle à ce moment-là voilà. Certains pensent que cette sordide affaire serait due à un effet Zemmour, hein, en comparaison avec l'effet Dieudonné qui avait été théorisé par Julien Drey suite à l'affaire Fofana. Oui, ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est peut-être la réponse aussi. Certains ont le souvenir que Julien Drey avait dit que la mort du jeune Ilan Halimi, c'était l'effet Dieudonné. Il y a eu un jugement, Julien Drey a été relaxé, le juge il a dit c'est pas bien, mais c'est pas bien. On ne peut pas dire plus, on ne peut pas dire moins. Et, voilà. Donc certains pensent que effectivement c'est l'affaire du jeune Saïd balancé dans le canal, tasé, hein, parce que ça a été tué, entre parenthèses, hein, je veux dire. Je pense que c'est l'effet Zemmour. Moi je pense pas que ce soit l'effet Zemmour, dans l'absolu, parce que ces petits cons, cette petite racaille juive, c'est pas le premier Saïd qu'ils ont tapé, ce sera pas le dernier, d'accord? C'est pas Zemmour c'est pas le fait que Zemmour ait parlé, sauf que ces petits cons, quand ils entendent Zemmour parler comme ça, bah, ça les booste encore un peu plus, ils ont encore le sentiment qu'ils ont cette impunité et qu'ils peuvent y aller, quoi. Mais en fait, non, moi je crois pas que ce soit... ça contribue, on va dire, à une ambiance où ces écervelés se disent, tu vois, si Zemmour se permet de parler comme ça sur toutes les chaînes, même sur les chaînes publiques, on peut y aller. Toi, ça t'a choqué les propos de Zemmour
sur le fait que voilà, une majorité de délinquants Non, moi ça me mineurs gêne soient des pas. juifs et des Non, ça me arabes? gêne pas parce que ce qu'il dit dans la réalité, dans les faits, il faut être honnête, c'est une réalité. Hmm. C'est une réalité. Parmi ceux qui vendent de la drogue, beaucoup, c'est pas la majorité, beaucoup sont français noirs, français d'origine maghrébine. Hmm. Il dit rien de faux ou d'insultant. Oui, devant. il a le droit de le dire quelque part. Non, moi je pense qu'il a le droit de le dire, je pense qu'il a le droit de s'exprimer comme ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est la manière dont il le dit. C'est là où Zemmour il se fout de la gueule du monde. Il se moque du monde, Zemmour. Parce que moi j'aimerais bien que Zemmour il lui parle, lui et les autres qui le critiquent, je parle des hommes publics, de ceux qu'on a la chance d'avoir le micro, c'est plutôt que de dire c'est pas bien de parler comme ça, ils se foutent de notre gueule, je préfère encore à la limite je préfère encore à la limite Zemmour que eux. Parce que eux, pourquoi ils vont pas dans le fond de tout ça et qu'ils expliquent pas pourquoi est-ce que c'est une majorité de Français d'origine noire et de Français d'origine maghrébine, qu'ils expliquent pourquoi. Si demain en banlieue, la majorité était des blancs, la majorité de ceux qui vendraient de la drogue seraient blancs. C'est pas dans les gènes, c'est pas culturel, c'est une réalité sociale qui fait que. Donc Zemmour nous parle comment est-ce que la drogue elle arrive en banlieue, qui nous parle de ceux qui sont en col blanc, qui nous parle de certains hommes politiques, dont un, je ne citerai pas son nom, je ne veux pas avoir moi de procès, mais qui est le patron du trafic de shit entre le Maroc et la France. Il le sait très bien. Qui nous parle de ces hommes-là. Il dit, il y a la petite délinquance, que moi je ne dis pas que... Mais c'est de la petite délinquance, rien de plus. Et après, il y a les gros. Donc tu dis qu'il ne va pas jusqu'au bout de l'analyse en fait. Bien sûr que non, bien sûr que non. Qui nous parle de on va reprendre l'exemple le plus frappant pour beaucoup, Madoff, ni noir, ni maghrébin. C'est 50 milliards d'euros. Il va falloir combien d'années, combien de générations de petits vendeurs de merde pour arriver à ce chiffre-là. Ah, mais alors peut-être que Zemmour, il n'a pas eu le temps aussi, parce que bon, c'est une émission enregistrée, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de l'analyse. Est-ce que tu penses qu'un jour il aura le courage Je pense que... d'aller jusqu'au bout de cette analyse, et puis bah, lui, comme il se réclame patriote français, réellement d'œuvrer pour un moment une réconciliation, sincèrement, en dénonçant non. vraiment tous ceux qui... Non, encore une fois, moi qui s'exprime, franchement, moi je pense qu'il a ouvert la porte, c'est bien. Ça permet à d'autres de pouvoir s'exprimer aussi. BHL disait aussi qu'il fallait même entendre les insultes, il fallait tout entendre, qu'à un moment donné, il faut que les gens s'expriment. Moi, je ne suis pas pour l'insulte, je suis pas pour... Même si parfois il m'arrive, moi, d'être insultant, je ne suis pas forcément pour qu'on s'insulte à longueur de journée, mais on s'exprime. Mais Zemmour, avant ces propos-là, il tenait déjà d'autres propos. D'accord ? Et c'est toujours... Ça concerne toujours les mêmes. Un peu avant, il parlait de ceux qui brûlent les voitures, du marché parallèle, de ces paresseux en banlieue, donc il parlait des habitants de banlieue, et il finit en disant, je fais le... Il dit 90% de ceux qui habitent la banlieue sont musulmans. Donc on voit bien que son discours il est orienté. C'est un homme de médias, c'est un homme de communication. D'accord ? Donc je crois qu'il est assez intelligent pour dire, attends, il faut aussi que je sois un peu plus précis. Je suis quand même un homme de médias, et qui dit, attendez, je me suis peut-être mal fait comprendre, peut-être que les gens ont mal compris ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça va permettre d'aller un peu plus en profondeur, et voilà. Et moi je pense qu'au contraire, c'est bien. Moi je trouve qu'au contraire, on aurait dû profiter, ceux qui le critiquent et qui ont la possibilité de lui répondre, ils auraient dû profiter justement de ce qu'a dit Zemmour pour dire, attends, Zemmour, ça serait bien qu'on explique un peu pourquoi est-ce que c'est une majorité de Français noirs et de Français maghrébins qui vendent de la drogue. Parce qu'il y a aussi une réalité. Lui, il fait abstraction de tout ça. C'est là où ça me gêne. Donc il s'exprime, c'est pas un problème. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'imam de la mosquée de Drancy. Comment tu as réagi, toi, quand tu as vu que cet imam, monsieur Hassan Chalgoumi, a été invité au dîner annuel du CRIF? Moi, j'ai suivi son parcours, j'ai eu quelques différends avec lui. Je n'étais pas toujours d'accord sur certains points, il s'est passé des choses, je ne veux pas ouvrir de dossier. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas surpris de son évolution personnelle. Hassan Chalgoumi, il a invité le CRIF à la mosquée, il a ouvert la porte, ils sont ressortis, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Le désordre. Alors, quel est son projet à lui? Pourquoi est-ce qu'il invite le CRIF à une mosquée? Pourquoi est-ce qu'il va s'afficher à ce...
à ce dîner, il a... Moi, je pense que c'est son évolution. Voilà, il se Une croit évolution peut-être- logique. Il se croit peut-être plus malin que les autres, certainement. Le connaissant un peu, je pense qu'il se croit plus malin que les autres. Moi, je sais ce qu'il pense, ce qu'il pense au fond de lui. Et puis, il y a toute sa réalité matérielle. C'est sûr qu'à un moment donné, voilà, tu fais où le choix d'être. C'est la foi ou c'est la vie d'ici-bas. L'un n'empêche pas l'autre, hein, je veux dire, tu peux vivre de manière aisée et être. Lui, c'est pas son cas, c'est là ou là. Donc il a préféré dealer son statut d'imam, qui n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de statut d'imam. Voilà. Donc il est devenu. Il est l'imam du CRIF, en fait. Moi j'ai vu quelques images sur le net. J'ai pas pu m'empêcher de faire la relation entre. Là, il y a dernièrement, hein, donc la mosquée de Drancy est toujours ouverte. Et on a un cordon de CRS, les RG, bon, ils font leur boulot. Ils sont là, ils ont des ordres, ils font leur boulot. Voilà. Ce sont les soldats, ils sont, indépendamment de leur volonté pour certains, sont les soldats du système. D'accord ? Donc c'est le CRIF qui donne les ordres, et après le monde politique qui dit, bon, hop, et on voit les barrières, et puis l'impression que c'est comme à la mosquée d'Al-Quds. La mosquée d'Al-Quds aujourd'hui, en dessous de 40 ans, tu ne peux pas accéder à la mosquée. Et toi tu rentres pas. C'était la même chose, quoi. J'hallucinais, c'est comme incroyable que la mosquée, elle ait un cordon de sécurité qui comme en boîte de nuit. Toi tu rentres pas, mais où est-ce qu'on est là? Comme incroyable. Que le CRIF s'occupe de ces synagogues et qui laisse les chrétiens s'occuper de leurs églises, les musulmans de leurs mosquées, les bouddhistes de leurs temples, et voilà, quoi. Je veux dire, franchement, moi j'en ai marre de ces associations judéo-chrétiennes, judéo-musulmanes, judéo-noires. La plus minoritaire parmi les trois religions monothéistes, c'est le judaïsme. C'est ceux qui s'occupent de tout, qui s'occupent des affaires des autres. Quand même, en France, c'est quand même un pays chrétien. Tiens, une majorité de chrétiens. Majorité chrétienne. Les juifs vont être au centre de tout ça encore combien de temps? À un moment donné, ça va, quoi. Franchement, que chacun s'occupe de sa foi, qu'il s'occupe de ses affaires, et que eux arrêtent ce petit lobby. Je sais qu'en France, lobby, on n'a pas le droit de le dire. Lobby, c'est un mot, c'est pas une insulte. Hein. Je vois pas au nom de quoi, moi, je ne parlerai pas de lobby, les bêtises de lobby, de toutes sortes. Donc le CRIF qui s'ingère partout, dans les affaires de tout le monde. Quand toi, tu viens lui dire, par contre, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, c'est l'armée qui descend. On veut créer, ce que disait Attali il n'y a pas longtemps, il faut que la communauté juive finance les imams de France. Donc on veut un islam juif. Un islam juif, ça peut paraître paradoxal pour ceux qui sont musulmans et qui sont pour un peu de science, parce que l'islam, c'est aussi le judaïsme, c'est le christianisme. D'ailleurs, l'islam, quand il est né, c'est le prophète, quand il était persécuté par les juifs, c'est en terre chrétienne qu'ils ont trouvé refuge et protection, au tout début de la naissance de l'islam. Je voulais te faire réagir un petit peu aussi sur l'affaire du quick halal. Donc je sais que tu avais fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu ton point de vue. On a vu une petite action des identitaires, français, qui manifestaient dans un quick avec des masques de cochon pour protester contre le fait qu'il n'y a plus de porc dans certains quicks. Alors, J'ai vu la vidéo. comment tu réagis à ça? Oui, on m'a appelé, on m'a envoyé le truc, on m'a dit regarde, machin. Bon, je pense qu'ils sont, ils réagissent dans l'émotion. En fait, c'est le système, c'est les médias qui leur dit où aller, où ça se passe et comment réfléchir. Moi, quand j'ai vu ça, c'est un ridicule, quoi. Je veux dire, si c'est ça ton identité, si ton nationalisme, c'est manger du cochon. Franchement, t'inquiète pas, même en Algérie, il y a du cochon. Pas même en Iran, tu manges du cochon, t'inquiète pas, tu trouveras toujours de quoi manger du cochon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils aillent se battre contre McDonald's, ces grandes machines, en fait, qui écrasent la France par leur capitalisme, par leur business. Moi, je comprends leur frustration, c'est aussi un peu la mienne. Je partage un peu cette même frustration, parce que finalement, ceux qui les ont frustrés, c'est aussi ceux qui nous frustrent. C'est la même chose, d'accord? Sauf plutôt que d'avoir le courage d'aller se battre contre ceux qui finalement leur ont craché à la gueule, qui ont craché à la gueule de leurs parents, d'accord? Aujourd'hui, ils ont le sentiment de retrouver un petit peu de dignité, donc ils vont s'en prendre aux plus faibles, ceux qui ne sont pas structurés, ceux
qui se font taper sur la gueule à longueur de journée par les médias, par les politiques, par les pseudo-intellectuels. Donc ils ont le sentiment de retrouver un petit peu de valeur. Et donc non à l'islamisation, qu'est-ce que tu racontes? Mais le halal, il est à Carrefour, il est à Lidl, il est à Auchan. Le halal, il y a longtemps que le halal est en France. C'est pas Quick qui a amené le halal en France. Il y a bien longtemps. Et je peux même leur dire que le premier responsable du halal en France, c'est Monsieur Herzog, qui est de confession juive. Le NPA d'Olivier Besancenot a réalisé un score plutôt médiocre, de 2,5% sur l'ensemble de la France. Et ce même Besancenot qui prétend que son discours a un impact sur les jeunes de banlieue. Alors, est-ce que toi tu as l'impression que le discours de Besancenot a un réel impact sur les banlieues? Bon, l'impact sur banlieue, Besancenot, c'est pas plus que ça. Quel impact avec je veux dire, toutes les entrées médiatiques qu'il a, avec tous les moyens qu'on lui donne pour s'exprimer, il fait 2,5. tout. Et Donc il représente personne, je veux dire, il placarde partout. Franchement, ça lui coûte plus d'argent, je crois, que ça lui rapporte. Besancenot, il représente qui en banlieue? Il vit en banlieue, lui, il représente en banlieue, au nom de quoi? Non, il est juste là, lui, pour essayer de s'accaparer un maximum de voix de ceux qui en ont marre, tu vois, pour le peu qui vont aux urnes. Les gens ne vont plus aux urnes, on ne peut plus parler de victoire aujourd'hui. Il n'y a plus un homme ou une femme politique qui peut parler de victoire. Personne ne va aux urnes. Plus personne. Donc c'est pas tous les Français qui ont voté pour toi. C'est une partie de ceux qui croient encore en tes conneries, ou ceux qui sont là parce qu'ils ont un intérêt. Mais je veux dire, les Français dans leur grande majorité, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils ont dit c'est bon, une politique, ils sont entre eux, c'est une petite famille, c'est communautaire, c'est entre eux, c'est le business. Il n'y a pas aujourd'hui un homme et une femme qui travaillent pour le bien de la France, c'est pas vrai. Donc Besancenot, là, avec il a présenté une liste du NPA a présenté une candidate voilée, dans le Vaucluse, il me semble. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Écoute, moi aujourd'hui j'entends que, parce que les élections sont finies, j'entends qu'à l'intérieur il y a une scission. Il y a quand même une grave divergence, une profonde divergence entre les... Il y a carrément une scission à l'intérieur. Il y en a qui ont dit, les 15 là, ils vont vivre leur vie tout seuls, c'est-à-dire qu'on va les mettre au placard, ils se démerdent. Moi j'attends de voir Besancenot, comment il va régler son... C'est qu'il n'a pas pris position, justement, clairement. Il faut qu'il soit cohérent dans sa démarche, et que jusqu'au bout, il soutienne cette fille. Voilà. Donc là, il ne s'exprime pas, déjà, tu vois, son silence en dit long. Donc c'est intéressant de voir comment il va gérer le truc. Et tu penses qu'il peut réconcilier dans son propre mouvement, par exemple, les féministes et les musulmans? C'est comme si tu voulais que demain, les putes ni soumises créent un parti politique et qu'elles parlent au nom des Français de culture arabo-musulmane. Je veux dire, ces féministes-là te disent tout en string. Et tu vois, non, c'est pas. Il y a une incohérence, même pour les musulmans, parlons clairement, pas de langue de bois. Je veux dire, ceux qui aujourd'hui vont voter pour Besancenot parce qu'il a mis une fille voilée, Besancenot, je veux dire, il va voter des lois pour l'adoption, pour les homosexuels. Donc, moi, Ahmed, dans l'opposition, j'en ai rien à foutre. D'accord? Ça me pose pas de problème. Qu'il fasse lui ce qu'il veut, ces associations fassent ce qu'ils veulent, mais un peu de cohérence dans la communauté musulmane. Donc, si vous êtes cohérent avec vous-même, vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un qui va aller à l'encontre de certaines valeurs de l'islam. En islam, il y a des valeurs, c'est comme ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, comme dans le christianisme, dans le judaïsme, dans le bouddhisme. Donc, tu ne peux pas voter pour quelqu'un qui est pour l'adoption au sein de couple homosexuel. On voulait aussi te demander un petit peu ton avis, tout simplement, sur notre association Égalité et Réconciliation. Je sais qu'on est assez proches, on se côtoie souvent. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton point de vue sur notre association et sur la tentative de réconciliation nationale. Alors, je crois que le président de l'association, c'est Alain Soral. Ah, il me semble. Ouais. Alors, moi, je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas parler non, plus sérieusement, je salue Alain. Non, mais moi, je suis complètement dans cette dynamique. Je veux dire, même si dans l'absolu, dans ma réalité de tous les jours, je veux dire, la réconciliation, je veux dire, moi, autour de moi, je veux dire, dans mes fréquentations, dans ma vie de tous les jours, je veux dire... Tu la vis déjà, quoi. Je la vis déjà, heureusement, depuis toujours, depuis tout petit.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a racialisé les rapports. Moi j'ai vu l'évolution en banlieue de même ceux qui ont quitté la banlieue. Un sujet j'aimerais bien discuter avec Zemmour quand il parle de ceux de la communauté juive qui ont dit où ils ont dû quitter la banlieue parce que c'est pas vrai, c'est simplement parce qu'il y a une volonté de créer des écoles communautaires et c'est sur le dos des banlieusards. Et Éric Zemmour arrête tes conneries. Il y en a, ils ont une volonté de créer des écoles communautaires, juives, et c'est au monde, ils veulent nous faire la peau. Moi j'ai grandi avec des gens qui étaient de confession juive, franchement j'en avais rien à foutre, lui il n'a strictement rien à foutre que je sois de confession ou de culture musulmane. Rien à foutre. Donc selon toi déjà... Et quand on avait un problème, on était ensemble. Voilà. Déjà selon toi, il n'y a pas de problème d'antisémitisme, pas de problème parce que maintenant ils font une distinction entre le racisme et l'antisémitisme, pas de problème pas de problème de racisme entre des musulmans et des blancs, pas de problème de racisme entre des musulmans et des... Non, mais parce qu'on a racialisé les rapports, et ça c'est le système, c'est ceux qui ont les moyens politiques et surtout la communication. Moi j'ai toujours dit que la première bataille qu'il faut gagner, et ça je le dis depuis des années, je dis c'est la bataille de la communication. Ce petit lobby, là, ils tiennent la communication, et c'est eux qui parlent, c'est eux qui s'expriment, on ne laisse pas les autres s'exprimer. D'accord ? Et c'est eux qui ont racialisé les rapports. C'est eux qui ont dit les noirs là, les blancs là, les musulmans là, les juifs là, les chrétiens là. Alors que dans la réalité de tous les jours, on est tous ensemble. C'est ça la réalité. Bon, maintenant je crois que la question qu'il faut qu'on se pose pour cette réconciliation, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est une urgence, parce que certains, on voit Finkielkraut il y a quelques années qui avait lancé une pétition contre le racisme anti-blanc, on voit bien qu'il y avait le petit cop qui va rester caché et qui envoie toujours les mêmes se battre pour en tirer profit. D'accord ? Ils veulent envoyer au front les blancs pour se battre pour sa petite communauté à lui. Il ne sera pas au front, Finkielkraut, il ne sera pas devant en disant allez, on y va. Il dira allez-y, ils sont là-bas les méchants. Hein ? Donc aujourd'hui, oui, il y a une urgence. Il faut que les gens comprennent pourquoi aujourd'hui il faut qu'il y ait une réconciliation et pourquoi on nous a mis dans des cases et quel est l'objectif et qui en tire profit. Et regarde aujourd'hui, ceux qui sont parmi les trois religions monothéistes qui sont les plus critiqués, c'est le christianisme et l'islam. Mais pas le judaïsme. Pourquoi ? C'est quand même assez étonnant. Pourquoi est-ce que le judaïsme, on nous montre ces petits merdeux là qui ont foutu Saïd à la flotte. Tu vois, regarde aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils sont protégés comme ça ? Parce que on a toujours pollué les gens en disant que le juif c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qu'il faut laisser tranquille, il a tellement souffert c'est quelqu'un de bon par essence. C'est pas quelqu'un qui vole, qui agresse, qui insulte, tu vois. Mais non. Je veux dire, tous des êtres humains, on a tous nos qualités, nos défauts, et je vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est toujours les mêmes religions qu'on montre du doigt, et il y en a une, c'est la lumière. Salut à tous, et le Hamas vaincra.